longuement. Voilà. Mathieu, je te laisse la parole. Je partage. Je t'en prie. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Super. Écoutez, merci. Je suis très content de pouvoir participer à cette conférence. Dans la discussion qu'on a eue avec le CETIC il y a quelques mois, on parlait des nouvelles formes de travail et de l'impact du Covid. Et donc, moi, j'ai proposé qu'on aborde la question de l'adaptation du coworking et des événements de business pendant ce confinement. Et donc, je vais aborder rapidement l'impact qu'on a eu sur l'aspect coworking en lui-même, et je vais revenir sur l'organisation d'un événement qui a été adapté par leurs organisateurs en utilisant nos espaces au cours du mois de septembre. Et donc, on revient là-dessus un peu plus loin. Mais d'abord, je voulais pouvoir vous présenter rapidement CoStation Charleroi, qui est un espace de coworking et un lieu d'accueil d'événements et de programmes d'innovation qui est situé au centre de Charleroi, juste en face de la gare. Aujourd'hui, on a 2000 mètres carrés répartis dans 2 bâtiments. On a des salles de réunion, des salles de conférence, et en temps normal, notre espace de coworking accueille jusqu'à 110 personnes quotidiennement. Donc ça, on parle avant le 14 mars, évidemment. Et donc, le confinement, qu'est-ce qui s'est passé le 14 mars 2020? On nous annonce un arrêt brutal de nos activités dues au confinement. Donc, là, tout le monde est amené en home working. Ça génère l'annulation de beaucoup d'events et une diminution de 90% des présences au coworking. Il ne restera que un certain nombre de personnes qui sont notamment dans le chat, des personnes qui ont du matériel réellement sur lesquels ils doivent venir travailler chez nous, parce qu'on a des personnes qui travaillent sur matériel physique sur lequel ils doivent se brancher. Donc ça, c'était pas possible de le faire à distance. Et donc on a adapté notre mode de fonctionnement en se disant, bon, est-ce qu'on peut réinventer le coworking? Alors on a fait ce que beaucoup d'entreprises ont fait. Il n'y a rien de très particulier au fait d'être un coworking par rapport à un autre espace de bureau. Mais malgré tout, on a quand même essayé de voir comment on pouvait s'adapter, utiliser nos salles de réunion comme espace de travail, parce que les bureaux eux-mêmes étaient devenus trop petits, donc les personnes se sont réparties dans différents espaces qui étaient disponibles. Et donc là, on a vraiment voulu laisser l'espace de travail ouvert, parce qu'on a quand même un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas, pour des raisons diverses, travailler en home working. Et donc, on a vraiment adapté notre mode de fonctionnement à ce niveau-là. Au niveau des solutions techniques, on a quand même essayé de s'adapter. On a déjà une plateforme de réservation de salles de réunion. On a vraiment demandé à ce qu'il y ait l'utilisation de cette plateforme de manière à vraiment bien s'assurer qu'il n'y ait pas une surpopulation dans des espaces qui étaient liés au confinement. Réinventer les réunions. Les points principaux qu'on a eu avec les réunions, pendant qu'on était en confinement, c'était assez simple parce qu'il y avait très peu de personnes qui venaient au bureau. Après, au moment du déconfinement, ça a été un peu plus compliqué au niveau de certaines réunions hybrides. J'imagine qu'on l'a vécu dans les autres entreprises aussi. Chez nous, on s'est rendu compte dans des réunions qu'on devait un peu réinventer la manière de structurer des réunions. Et par exemple, et aussi des formations qui ont eu lieu chez nous. Je pense à une formation en transformation digitale de Lucé Louvain qui s'est tenue chez nous, et pour laquelle on a, à partir du moment où on se retrouve dans une situation avec plusieurs personnes dans une salle de réunion et plusieurs personnes à distance, une obligation de demander à chacun dans la salle de réunion de se brancher sur son ordinateur pour être visible, et de partager un micro dans la salle. Donc, là, on a vraiment dû travailler sur des astuces techniques. On a fait en mode débrouillardise plus qu'autre chose, mais ça a assez bien fonctionné. On a trouvé des petites astuces, notamment l'utilisation des téléphones comme micro ou autre. Là, on n'est pas passé on est resté dans une solution agile à ce niveau-là. On n'est pas passé à des solutions à l'achat de matériel haut de gamme avec des multiples micros. On a réussi à rester assez agile à ce niveau-là. J'en viens au sujet de réinventer les events avec un retour d'expérience qui était quand même assez intéressant.
d'un de nos résidents qui nous a rejoint le 1er septembre. Il s'appelle Pixis. Pixis est une société qui est active dans tout ce qui est agile et qui, par ailleurs, donc service au niveau et formation dans l'agilité, par ailleurs est l'organisateur d'un événement qui regroupe plusieurs centaines de personnes chaque année, qui s'appelle la Journée Agile. Et donc, Pixis a été obligé, à cause du Covid, de se réinventer et de dire, tiens, comment je fais pour transformer un salon qui se tient de manière physique, d'habitude avec plusieurs tables et ainsi de suite de réunions. Et finalement, on a testé, ils ont réussi à basculer vers ce qui a pris le nom de Studio Agile, qui s'est tenu ici cet automne. Le motto pour l'organisation de ça, c'est que, bon, ben, en gros, la discussion que j'ai eue avec Eric et Norman de chez Pixis, c'est avant le 14 mars, c'était facile, tout le monde était en physique, on tenait nos réunions, pas de problème. Pendant le premier confinement, c'était facile aussi, tout le monde était en remote, tout le monde parle de son côté, ça va. Et à partir du déconfinement, ça a commencé à devenir plus compliqué de se dire, tiens, comment je fais pour organiser ces événements. Et donc, au terme de la réflexion, on est arrivé à une adaptation de l'événement dans laquelle, et on a déjà dû adapter au moins 2-3 fois parce que les règles de confinement ont déjà repris ici au moment de l'organisation de cet événement. Mais en gros, on a décidé d'utiliser l'espace de coworking et les plus grands espaces qu'on avait comme étant la scène, donc le lieu où se tenait la scène dans l'espace de coworking, et on réunissait les différents orateurs avec un dispositif technique assez professionnel de manière à ce que les spectateurs derrière leur bureau aient accès à un événement qui soit organisé de la manière la plus pro possible. Et donc on a confiné, si vous voulez, les spectateurs à distance. Enfin, ils ont confiné les spectateurs à distance dans l'organisation qu'on a fait avec eux. Et on s'est retrouvé dans une scène physique où les acteurs étaient quand même là, ce qui permettait de garder quand même des échanges assez vifs, et une vivacité au niveau de l'organisation de l'événement. Je pense que c'était à ce niveau-là une réussite. Donc, comme je le disais, au niveau technique, l'idée ça a vraiment été de travailler sur des diffusions multiplateformes. Donc, le tool qu'on avait utilisé, c'était pas Hermit, en l'occurrence, c'était Remo. Qui a le même fonctionnement à peu près que Hermit. C'est pas là pour faire de la publicité pour l'un ou l'autre. Je pense que on voit bien qu'il y a plusieurs solutions mais dans le concept reste le même. Bon, je pense quand même qu'on a essayé de travailler avec ces notions de cadreurs professionnels qui sont intervenus, qui permettaient de donner une certaine qualité, une vivacité dans les échanges. Et tout en respectant les distances sociales pour les personnes qui étaient présentes, la qualité et la sécurité des orateurs ne pouvaient pas être mises en question. Et donc à ce niveau-là, je pense, ça a bien fonctionné. On a fait une petite session d'évaluation avec les différentes personnes qui étaient présentes lors de cet event. On a vraiment noté quelques points d'attention que je voulais partager avec vous, et ça peut vraiment être le point des questions qui pourraient être levées. Je pense vraiment, et on l'a vu aussi dans l'organisation avec le CETIC, et je les félicite d'ailleurs pour avoir mis tout ça en scène, Bérangère, Lucretia. C'est clair que ça demande une belle organisation en amont, hein. Bon, comme un événement physique. Mais c'est pas parce que c'est un événement en ligne que pour autant on doit moins prévoir les dispositions dans les différents setups et ainsi de suite. Il y a vraiment un besoin encore peut-être plus qu'en physique, parce que on le voit maintenant, on a beau tester, il peut y avoir des bugs, et donc il faut avoir on peut compter sur la bienveillance des spectateurs, mais malgré tout, il faut tester au maximum les dispositifs la veille, surtout si on commence à avoir des solutions de cadrage un peu dynamiques et ainsi de suite. Je pense vraiment, et c'était une force de cet événement de la journée agile, c'est que les animateurs étaient vraiment des professionnels. Ils font cette organisation depuis des années. Et donc, si on veut organiser ce genre d'événement, je pense que c'est bon aussi quand même de se faire accompagner, surtout si on veut avoir des orateurs sur la scène et les faire échanger. Je pense vraiment que les animateurs professionnels peuvent vraiment
être très utile pour la gestion des panels. Et alors, il y a un point quand même important qui est ressorti, c'est que par rapport à une journée où on fait venir les gens, vous pouvez avoir des sessions avec des pauses café entre les sessions, des échanges et ainsi de suite. Je pense qu'il faut vraiment penser à adapter le rythme des sessions. Ah, j'ai oublié un S, excusez-moi. Ne pas oublier d'adapter le rythme à ça. Et donc, comment ça s'est fait ici? C'est qu'il y a eu une répartition pendant une semaine à raison d'un event tous les matins de ces sessions de formation. Nous, on l'a retenu aussi dans nos discussions pour, par exemple, des events, des formations qui vont avoir lieu la semaine prochaine avec les ateliers Google, ateliers digitaux de Google. C'est de pas surcharger non plus quand on travaille à distance des journées complètes où on va faire de la formation parce que c'est fatigant. L'air de rien, c'est quand même un des enseignements du confinement au printemps, c'est que le fait d'être en conférence en permanence est quelque chose de lourd et de fatigant à multiples égards, parce qu'on prend moins de pauses et ainsi de suite. Et donc, ne pas oublier, ça a été respecté ici. On a aussi des lounges ici dans la plateforme. Je pense qu'il faut inviter maximum les gens à pouvoir venir parler dans les chatrooms et dans les tables ouvertes avant, pendant les pauses et ainsi de suite. Parce que je pense que lorsqu'on participe à un event, on est là pour prendre du contenu, mais on est là aussi pour pouvoir faire du relationnel, échanger avec des personnes qui ont le même point d'intérêt au moment où ils assistent à une conférence et qui peuvent vouloir échanger sur base de ce qu'ils ont entendu au cours d'une conférence. On a entendu Bruno Schröder, juste après, tiens, on peut se poser tous la même question concernant la conférence pour laquelle nous invite de parler. Et donc, c'est vraiment cette dynamique qu'on doit essayer de capter. C'est vraiment un point, à mon avis, que je retiens, moi, personnellement, par rapport à cette organisation-là et par rapport au feedback qu'on a eu des différents participants à cette journée agile. C'est d'accorder un point d'attention sur ces espaces et laisser du temps dans les emplois du temps. Ici, on a un emploi du temps assez chargé quand même que nous a préparé le CETIC, mais peut-être quand même, si on doit faire des leçons pour des sessions d'organisation à plus long terme, c'est vraiment de se laisser des moments où les gens peuvent venir, des moments creux, si vous voulez. C'est un peu comme les pauses café dans une conférence. C'est laisser des moments creux où on laisse l'opportunité aux gens de se dire, tiens, on se retrouve dans le lounge 2 pour ceux qui voudraient papoter autour de ça. Et on se donne le temps, dans un quart d'heure, dans ce cas, chacun va chercher un café dans sa cuisine et puis revient et peut échanger avec un des orateurs de manière très informelle. Et ça, vraiment, je pense que voilà, c'était un élément principal du feedback que je voulais vous laisser. Je n'ai pas voulu être trop long, il me reste une minute. Là, j'ai essayé de ne pas déborder un Bérangère, de manière à laisser le maximum de possibilités d'échanger là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues dans le Q&A, j'ai rien vu. Non. Pour l'instant, il n'y a rien, mais c'est l'occasion. Allez-y. Éventuellement, voilà, on va peut-être prendre quand même 4 minutes jusqu'à 45 avant de donner la parole à Denis de chez Footsé. Donc, éventuellement, si vous voulez lever la main pour venir faire une remarque, faire voilà un échange, voilà. Je vous laisse. Sinon, s'il n'y a pas de questions, Bérangère, je propose que peut-être qu'on débriefe un petit peu justement la manière dont on a discuté ensemble de l'organisation de cet événement-ci, puisque quelque part, on a testé un peu avec cette solution Studio Agile le setup de la manière dont vous avez organisé vous-même votre journée. Donc, je pense que c'est intéressant. Je pense que vous avez rajouté le fait d'avoir de multiples scènes et de multiples organisateurs. Évidemment, on n'a pas pu nous-mêmes, on aurait bien voulu avoir nos orateurs dans chacun des lieux. On a encore dû faire une étape supplémentaire dans la virtualisation de cet événement. Je pense que ça fonctionne bien et je pense que l'objectif de Wallis-et Bérangère était quand même d'essayer d'aller vers cette notion d'une réorganisation des formes de travail, mais aussi de la réorganisation des events. Oui, tout à fait. J'espère bien qu'on arrivera à prolonger ou à remettre le couvert sur ce genre d'organisation tout en tenant compte des éléments
Est-ce qu'on peut poser un petit sondage aux personnes qui sont là en leur demandant de répondre dans le feed? Est-ce que est-ce que vous pensez que c'est utile d'avoir cette chatroom? Est-ce que vous avez déjà testé cette chatroom et table ouverte lors d'événements en ligne? Et si oui, est-ce que vous avez déjà réussi à avoir de bons échanges lors de ça? Est-ce que chacun pourrait, ceux qui ont déjà fait ça, j'essaie de voir qui sont les participants. Moi, je ne les vois pas, Bérangère. On va prendre la liste des participants. Alors, tu vas à côté des chats, il y a Attendees et tu vois qu'on a une douzaine ici autour de la table. Alors, Justin qui nous dit qu'il n'a jamais pu tester cela auparavant. Ouais. Amélie également n'a jamais pu tester cette option. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement d'avoir eu l'occasion peut-être, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion avant qu'on commence la séance plénière de vous installer à une table et d'essayer. Ok, je vois que Benoît nous dit qu'il a déjà, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec Benoît de Stade de chez Alstom, donc c'est le Virtual Coffee Corner, dans un event séparé. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant. Merci Benoît. Et donc vraiment l'idée, je pense que ça peut vraiment être une forme à intégrer, Bérangère, dans nos événements. C'est vraiment de se dire, il y a l'événement, il y a le contenu, puis il y a des moments d'échange pour qu'on ait donc, je pense vraiment qu'on retiendra cet aspect-là. Bérangère, on essaiera de ne pas l'oublier dans les briefs, mais clairement, dans notre notion d'amélioration, il faudra qu'on envisage ça. Et je suis d'accord avec Michel Metter sur le fait de dire que le territoire étendu aussi, on identifie des communautés d'utilisateurs sur un certain nombre de sujets, peut-être que Denis Carré nous en parlera par rapport à la thématique du foot, par exemple, mais au niveau digital, on peut avoir la même chose. C'est toutes des réflexions que l'on a aussi avec les autres centres de coworking. On pourrait vraiment réfléchir aussi à construire ces communautés avec des gens qui sont déjà ouverts au principe du coworking, qui sont d'habitude au switch, qui sont à la ferme coworking et ainsi de suite. C'est de réfléchir. Je pense qu'on pourrait intégrer ça aussi avec Mobile SEM sur le côté de la mobilité versus l'immobilité, de dire tiens comment on pourrait réinventer ce genre d'échange quand même, qui est cette sérendipité que l'on cherche dans les lieux de coworking, c'est de garder cette sérendipité dans des chatrooms. Et donc, je pense qu'on a du travail à faire là-dessus avec le CEPI. Oui, tout à fait. Notre rôle en tant qu'animateur au niveau du digital, de venir proposer ce genre d'outils. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Bérangère, en se disant qu'on se donne pour objectif de tester. Benoît, peut-être qu'on te demandera de nous faire une petite démo de Virtual Coffee Corner pour là-dessus et mettre ça en place. Je vous remercie en tout cas tous. Si vous acceptez, si vous trouvez que l'idée n'est pas bonne, vous pouvez peut-être faire une petite réaction avec un pouce levé pour ceux qui ont collaboré sur cette notion de Virtual Coffee Corner. Ouais. Donc, en effet, on aura l'occasion de revenir sur toutes ces bonnes pratiques en fait qu'on apprend au fur et à mesure. Je propose que Denis prenne la parole maintenant, monte sur scène. Et de toute façon, tout ce que tu viens de dire, je pense que notamment Michel en reparlera également dans sa présentation. Voilà. Donc un grand merci Mathieu. À bientôt. On est toujours à votre disposition. N'hésitez pas à nous envoyer votre challenge sur ce que l'on pourrait mettre en place, tester tous ensemble. On est là pour ça. Merci à tous. À bientôt. Alors, je cherche Denis. Hop. Voilà. Voilà, Denis, je ne sais pas si... Voilà, on te voit, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Bonjour à tout le monde. Mais je te laisse prendre la parole directement, sans transition. Parfait. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais partager mon écran directement.
Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Parfait. Donc, si tu me donnes le gauche, c'est parti. Donc, bonjour à tout le monde, je m'appelle Denis Carrière, je travaille pour Charleroi Métropole depuis juin 2020 pour mettre en place la stratégie FoodC que vous voyez ici. Si vous ne connaissez pas Charleroi Métropole, je vous conseille d'aller voir sur charleroi-métropole.be ce qu'on fait. Et donc, le but est vraiment de fédérer toute une série de communes, donc 29 communes, ici sur le territoire, et de créer de concentrer les projets liés au tourisme et ici, plus récemment, liés à l'alimentation. Et donc, pour aujourd'hui, je vais vous parler en fait des projets structurants qui font partie de la stratégie. Voilà, la structuration n'est pas encore aboutie vu que voilà, j'ai commencé en juin 2020, mais je peux déjà vous parler des grandes lignes. Et comme on le verra, en fait, tous ces projets structurants vont demander une nouvelle organisation de travail pour pas mal d'acteurs, donc qui est le sujet du jour. Et comme vous le verrez également dans la présentation, je suis personnellement convaincu que les infrastructures partagées sont l'avenir dans le monde du travail, pour des raisons évidentes de coût, que ce soit pour les acteurs privés ou publics, et pour l'optimisation évidemment des projets en ayant des interactions facilement avec tous ces partenaires. Mais surtout, nous sommes des êtres profondément sociaux, et donc évidemment le télétravail va prendre un peu plus de place, mais nous aurons toujours besoin de rencontrer d'autres personnes et d'interagir avec eux. Et donc ici, après une petite mise en contexte sur la stratégie FoodC, donc je vais vous présenter les projets structurants et en insistant évidemment sur les aspects de l'organisation du travail et aussi vous donner quelques exemples inspirants en Belgique et à l'étranger. Donc voilà, pour moi, je mets mon chrono en route pour être certain, j'aurais déjà dû le faire avant, mais donc pour être certain de ne pas dépasser. Mais donc, FoodC, c'est la stratégie pour accélérer la transition vers une alimentation saine, durable, accessible à tous. Le mot accélérer est important parce qu'on ne veut pas forcément recréer des choses from scratch, mais c'est plutôt d'accélérer la dynamique actuelle en se basant sur les acteurs existants et en les renforçant. Alors, mes slides, voilà. Donc pourquoi un cluster food à Charleroi? Ici, je vais aller très vite, excusez-moi, mais au moins, on pourra passer plus de temps sur les choses plus concrètes. Mais donc, on a une zone d'action ici à Charleroi Métropole, donc je veux dire de quasi 600 000 habitants. Excusez-moi, voilà. Ça fait entre 2000 et 2500 km², 29 communes, donc c'est quand même une zone assez large et on l'a divisé en différents plateaux qui ont certaines spécificités dans l'agriculture. Par exemple, le plateau des Ardennes est plutôt dédié à l'élevage de bovins, le plateau des Fagnes c'est plutôt les grandes cultures, ce genre de choses, et puis sur le reste, c'est un grand mix. Et donc si on regarde le contexte actuel à Charleroi sur l'alimentation, on voit voilà, qu'il y a toute une série d'initiatives qui émergent, souvent de manière isolée et indépendante. Il y a des choses sur les terres du Martinet, il y a des choses comme Jumet.bio, Ville Fertile, des points de vente comme les Halles, comme Copeco. Il y a certaines formations qui émergent. Il y a la ceinture alimentaire qui est présente depuis 2017. Mais maintenant, le but est de voir comment fédérer tous ces acteurs, comment les concentrer autour de projets structurants et amplifier cette dynamique sur le territoire. Alors, on a fait pas mal d'études chiffrées, mais ici, le message important, c'est de dire que l'alimentation représente 14 000 emplois sur Charleroi Métropole, donc en allant de l'agriculteur au garçon de café. Et donc, c'est quand même un secteur hyper important. On voit que la distribution, la consommation tire le secteur et que, sans surprise, tout ce qui est production, transformation, s'est cassé la gueule durant les dernières années, voire décennies, en raison évidemment de la mondialisation galopante. On a aussi regardé les superficies disponibles. Donc là, on voit évidemment que le plateau urbain, donc la quatrième colonne est très petite. Et donc évidemment, les zones urbaines dépendent fortement des zones périurbaines pour la production alimentaire. Et donc c'est enfin des projets qui vont pouvoir permettre aux zones périurbaines et urbaines de communiquer davantage et de se renforcer mutuellement en créant de nouvelles activités. Et donc, pour ça, évidemment, on a rencontré énormément de gens, que ce soit des institutions, des acteurs de terrain, des producteurs, des éleveurs, etc., pour vraiment identifier ce qui était crucial à développer sur le territoire.
Et c'est comme ça qu'on est arrivé, ici je passe un peu plus vite, c'est comme ça qu'on est arrivé aux chantiers sélectionnés, qu'on peut classer en 3 grands chantiers, qui sont la croissance de la demande, pour faire une demande forte et pérenne pour des produits locaux durables. Puis évidemment, le deuxième chantier sur l'offre, et ensuite toute une série de projets de soutien, d'activités de support et de services de support pour vraiment amplifier la dynamique et permettre aux entrepreneurs et à tout un chacun de s'intégrer dans l'écosystème. Ici, je vais parcourir rapidement les projets et vous dire évidemment en quoi ça impliquerait un changement des modes de travail. Donc notre équipe de coordination de Charleroi Métropole ici est au milieu. On va mettre en place un comité de suivi donc assez institutionnel et aussi un conseil de politique alimentaire. Donc là, on va vraiment inclure des gens forts de terrain, donc des producteurs, des éleveurs, des magasins, vraiment pour nous faire remonter les réalités de terrain et ensuite de coordonner toute une série de gros projets que je vais vous expliquer maintenant. Le premier, pour la croissance de la demande, il y a un gros projet porté par l'ISPPC ici à Charleroi qui est donc l'intercommunal des services de santé publique pour Charleroi, qui veut mettre en place d'ici 3-4 ans une grande cuisine centrale qui va produire à terme 23 000 repas par jour. Et donc ça va permettre à la fois de créer cette cuisine qui va demander une organisation assez importante, mais aussi de faire percoler en fait tous ces besoins vers les producteurs locaux pour booster leur activité, mais aussi pour créer de nouvelles activités, que ce soit de production, de transformation et de transport. Donc ça va vraiment demander une concertation très poussée entre eux et tous les acteurs qui seront en amont et en aval. En aval, ils veulent fournir les hôpitaux, les CPS, les écoles, avec des produits les plus sains et les plus locaux possibles. Donc c'est vraiment un gros projet qui va demander une organisation du travail vraiment toute particulière. Et donc, ils ont recruté un chef de projet qui arrivera début d'année, qui va permettre d'entamer toutes ces réflexions. Et Charleroi Métropole sera aussi chargé peut-être de faire le lien avec tous les producteurs, tous les transformateurs sur le territoire. Il y a aussi une question pour fédérer les gens autour d'un projet commun et d'entendre tout le monde. Il y a la possibilité de créer un label local qui va permettre de mettre tout le monde autour de la table et de définir quelles sont les choses à respecter pour avoir un label local Charleroi Métropole. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-ci. Aussi, une autre manière de fédérer les gens, c'est évidemment de montrer ce qui se passe via l'organisation d'un grand festival à Charleroi Métropole. On peut imaginer une localisation tournante sur Charleroi Métropole d'année en année, mais de fédérer les producteurs, les transformateurs, entourer ça de conférences, de cycles de formation, et vraiment créer un événement phare sur l'alimentation et qui permettra à la fois aux citoyens de mieux connaître tout ce qui se passe sur le territoire, mais aussi aux autres acteurs de montrer ce qu'ils font. Évidemment, le Covid actuellement nous empêche l'organisation de cet événement, mais c'est des choses évidemment à mettre en place dans les années qui viennent. Il y a le deuxième chantier qui est plutôt sur l'offre, et donc là vous connaissez probablement la ceinture alimentaire de Charleroi Métropole qui est active depuis 2017. Aujourd'hui ils font des choses de manière très pertinente et performante, mais à petite échelle. Donc actuellement ils ont un réseau d'une trentaine d'éleveurs agriculteurs. Ils ont 5-6 magasins partenaires sur Charleroi Métropole et ils coordonnent l'entente et les relations entre les deux en fixant les prix justes à la fois pour les producteurs et pour les magasins, donc pas trop élevés et pas trop bas non plus. Et ils ont fait un projet pilote de logistique entre les deux. Et donc ici, ils sont dans une deuxième phase où ils veulent vraiment devenir un acteur structurant sur Charleroi Métropole. Et donc là, on va les aider évidemment à développer de nouveaux points de vente, à aller chercher de l'argent à gauche et à droite, etc., pour vraiment développer leur outil logistique et en parallèle un outil digital qui permettra à la fois pour les producteurs et les consommateurs de voir ce qui est disponible sur le territoire et de pouvoir commander en fonction. Évidemment, ici, donc ils viennent de le faire, ils viennent de créer leur coopérative, ils viennent d'engager un chef de projet, et donc ça va vraiment demander une organisation interne de leur part, assez
importante et innovante donc, sur le modèle de coopérative où le principal avantage est évidemment que les fondateurs, coopérateurs, actionnaires et administrateurs sont principalement et majoritairement les utilisateurs de la structure et des outils. Donc, ce qui assure vraiment une connexion avec la réalité de terrain de manière permanente. Et c'est vraiment une façon pour eux de créer le maillon suivant de la chaîne, parce que souvent les producteurs vendent à un distributeur, mais ici c'est vraiment eux qui vont gérer cette distribution. Et ça permet pas mal de choses, et ça permet aussi surtout aux citoyens qui sont parfois aussi coopérateurs et qui mettent un peu d'argent là-dedans. Ils trouvent un intérêt parce qu'il y a évidemment l'aspect local du projet, mais il y a aussi souvent, en enlevant certaines couches intermédiaires, d'avoir des prix plus intéressants pour ce type de biens. Donc voilà, donc c'est assez intéressant comme modèle, mais je ne vais pas m'attarder sur le modèle coopératif ici. Il y a d'autres exemples ici à Charleroi. Il y a Oh My Box que vous connaissez peut-être, qui est rue de Montigny à Charleroi, qui a créé sa sandwicherie, c'est pas une sandwicherie, mais son petit restaurant ici à Charleroi, et qui à la fois a fait ça sous forme de coopérative et donc coopère avec pas mal d'acteurs locaux pour se fournir. Et donc ça, je vous recommande chaudement d'y aller. Il y a Copeco à Marchesne-au-Pont qui est aussi une coopérative et qui a créé un supermarché du coup coopératif. Donc ça implique quoi? Ça implique que les membres, donc les citoyens, aident à minima 3 heures par mois, que ce soit bêtement d'être à la caisse ou de réassortir les rayons, mais aussi de faire partie de différents groupes de réflexion sur la communication, sur le développement de nouveaux produits, etc. Donc voilà, il y a des exemples à Charleroi, et donc ça, je vous invite à vous intéresser à eux et également à pourquoi pas participer à leur projet. Ici, il y a un projet coopératif qui est vraiment de taille beaucoup plus grande. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a un projet de sucrerie à Senef, où tous les producteurs de betteraves, ou pas mal de producteurs de betteraves wallons et autres se mettent ensemble pour créer une grande sucrerie. Et donc là, ils sont dans la phase de levée de fonds. Et donc, c'est assez intéressant de voir que aussi sur des gros projets, le modèle peut être appliqué. Il y a un troisième chantier qui est vraiment le développement des activités de support. Et donc là, je vais aller aussi assez vite. Mais donc, il y a tout ce qui touche à l'éducation. Donc, c'est s'assurer qu'on va localiser à Charleroi toutes les formations pertinentes dans le domaine. Il y a des choses qui existent, qu'il faut transformer ou renforcer. Il y a des choses qui n'existent pas et qu'il faut amener ici à Charleroi. Et donc là, on discute pas mal avec les universités, les hautes écoles, les centres de compétences, l'IFA-PME, pour développer et localiser toute une série de choses ici à Charleroi. Idem sur la recherche, il y a les universités, les hautes écoles qui ont pas mal de programmes de recherche dans les bacs liés à l'alimentation. Et donc, on travaille également avec eux pour que ça arrive dans les mois et années qui viennent. Et alors aussi, donc, plus en lien avec notre sujet du jour, il y a la volonté de créer des lieux ici à Charleroi Métropole, donc des incubateurs agroalimentaires ou food lab, peu importe comment on les appelle, mais pour fédérer justement toute une série d'acteurs et de fonctions au même endroit. Donc on parle d'accompagnement, de financement, de formation, de lieux, d'événements, d'infrastructures partagées comme des cuisines, comme des ateliers. Et donc ça, il y a pas mal d'exemples qui existent. Il y en a en Suède, évidemment, il y en a en Allemagne, mais je ne vais pas m'attarder sur eux. Il y en a plus près en Belgique, où on voit vraiment des infrastructures partagées. Il y a des ateliers qui permettent un partage d'inspiration, de démonstration, de thèses de qualité, de la présentation de différents produits. Il y a de l'accompagnement en parallèle. Il y a de la mise à disposition de machines, donc il y a vraiment toute une série de choses intéressantes. Il y a un autre projet intéressant à Bruxelles qui s'appelle Cocotte, c'est un restaurant éphémère, donc où des apprentis restaurateurs peuvent louer les espaces et tester leur concept pendant un petit temps avant, pourquoi pas, d'aller occuper d'autres lieux à Bruxelles. Toujours en parlant de Bruxelles, ils ont un lieu sympa qui s'appelle Green Bees, donc où ils localisent toute une série d'opérateurs et de startups liées justement au nouveau business durable. Et là, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, c'est le Brussels Business Food Center,
Donc voilà, qui met en partage des cuisines à destination B2B et B2C. Et c'est vraiment super bien équipé, c'est aux normes AFSCA, donc là, les gens peuvent vraiment tout imaginer. Et donc, voilà, évidemment, moyennant une petite location de service, donc des apprentis artisans, des apprentis restaurateurs peuvent tester leur concept aussi. Toujours à Bruxelles, donc la ville de Bruxelles, dans la précédente programmation FEDER, a mis sur pied pas mal d'initiatives intéressantes. Il y a des espaces tests agricoles où en fait des apprentis maraîchers viennent tester sur une petite parcelle leur production. Il y a aussi différentes fermes qui ont été rénovées, mises en place pour permettre aussi le partage de ressources, d'espaces, de machines. Et donc c'est vraiment un projet assez inspirant et assez précurseur, vu qu'ils l'ont déjà rentré dans la précédente programmation FEDER qui était en 2014. Ici, plus proche de nous, à l'Aube, il y a une ferme donc de 24 hectares, donc la ferme de la Forestaille, voilà, où la ville et les autorités locales ont envie de mettre en place aussi un lieu inspirant où on fédère pas mal de choses et qui permettra aussi d'utiliser toutes les terres qui sont autour. Et donc là, ils sont en train de travailler sur ce projet-là. Et c'est un projet qui évidemment rentre dans qui pourrait rentrer dans notre stratégie à terme, vu que c'est exactement ce qu'on souhaite. Et donc, plus globalement sur Charleroi Métropole, quelle est la vision globale? Ben donc, c'est si on prend tout ce territoire, donc qui s'étend de Senef à Couvin-Chimay, c'est de localiser tout ce projet sur la carte et puis de les fédérer avec différents groupes de travail. Et donc, si on les prend dans l'ordre, si on imagine la ceinture alimentaire qui développe à minima un point de vente par commune, on rajoute par-dessus la cuisine centrale qui sera à Charleroi, mais il faudra aussi un réseau de cuisine relais sur le territoire et qui permettront peut-être de fédérer et d'optimiser l'utilisation de cuisine déjà existante sur d'autres communes. Et alors d'avoir plusieurs incubateurs spécialisés, à la fois plutôt au centre-ville et plutôt en zone rurale, pour développer toute une série de fonctions appropriées au territoire. Et alors rapidement, pour terminer, quelques autres exemples inspirants. À Paris, il y a cette plateforme qui s'appelle Light Kitchen et qui permet de mettre en location des cuisines professionnelles et donc qui permettent aussi aux entrepreneurs, aux apprentis restaurateurs d'avoir accès à des outils performants sans forcément dépenser énormément d'argent. Il y a un plus proche de nous, il y a Jumet.bio, donc à Jumet, dans un ancien couvent, où ils développent aussi toute une série de projets, donc des formations de maraîchage. Ils veulent aussi localiser toute une série de projets de transformation. Donc ça, je vous invite également à vous y intéresser. Un peu plus loin, près de Mons, voilà, il y a un entrepreneur qui a rénové une ferme et qui va permettre aussi le partage de locaux, le partage d'infrastructures. Et ou encore ici un projet que j'ai trouvé en France où voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette machine à pain qui existe peut-être encore aujourd'hui, où on peut aller acheter son pain à toute heure. Mais ici c'est la même chose avec des aliments plus frais, de la viande ou des légumes. Et donc voilà, c'est vraiment ce type de projets qui sont inspirants et qui vont amener pas mal de réflexions dans les mois et années à venir pour développer tout l'écosystème alimentaire à Charleroi. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, je pense un tout petit peu, mais parfait, voilà. Mais franchement, ça valait la peine. Beaucoup d'exemples inspirants en effet, de façon aussi de montrer comment on peut partager les ressources, hein, parce que comme je le disais en introduction, les ressources, voilà, on pense d'abord aux bâtiments et aux ressources mobilières, comme l'a expliqué Mathieu juste avant, mais on parle aussi du modèle coopératif qui permet de partager l'effort, les compétences et aussi tout ce partage d'infrastructures, de services. Voilà, c'est franchement et là-dessus, du coup, le numérique vient en support plutôt pour mettre en avant ce partage. Mais voilà, le numérique est un outil qui peut aider à mettre en avant ce partage, mais il est préexistant et ça vaut la peine de le mettre en avant dans des secteurs parfois bien différents. Oui, tout à fait. Comme on l'a vu ici pendant le confinement, il y a des gens qui ont mis en place des plateformes
en quelques jours pour permettre à des restaurateurs ou autres d'avoir accès à une nouvelle clientèle. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire sans le digital. Et des projets comme le projet logistique aura besoin d'une plateforme digitale performante. Tout à fait. Donc, évidemment que le digital nous aidera là-dedans. Voilà. Je vois que les commentaires sont très, très enthousiastes. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques par rapport à ce que Denis vient de proposer comme modèle, en fait, pour se réinventer ou pour continuer à s'inventer. S'il n'y a pas de réaction, je propose qu'on fasse une pause, en fait, et qu'on suive le bon conseil de Mathieu Desmarais, c'est-à-dire de rejoindre le lounge et de peut-être discuter, voilà, prendre une pause, aller vous chercher un café, un thé, un verre d'eau et prendre une petite pause pendant 10 minutes pour voilà, faire un peu plus d'échanges autour de ces sujets et puis on reprendra. Ah, je vois que il y a une question de Jean-Christophe qui demande s'il y a une envie de collaborer avec d'autres territoires wallons, peut-être. On peut peut-être finir là-dessus. Oui, tout à fait. Évidemment, il faut toujours garder à l'esprit que Charleroi Métropole est au cœur de la Wallonie, qui est petite, qui est au cœur de la Belgique, qui est petite aussi. Et donc, il faut évidemment pas se cloisonner, dire voilà, c'est Charleroi Métropole. Des acteurs comme la ceinture alimentaire, en fait, sont je veux dire, en quasi constant contact avec les autres initiatives wallonnes, que ce soit paysans artisans à Namur, la ceinture alimentaire aussi de Liège, etc. Donc c'est tout ça un petit monde qui se parle. Et il y a évidemment une volonté politique de fédérer en fait tous ces acteurs au niveau wallon et pour à terme avoir plutôt des échanges au niveau wallon. Et ça existe déjà aujourd'hui à petite échelle. Je pense que la ceinture alimentaire de Charleroi, quand il manque certains produits, fait appel à paysans artisans à Namur. Et donc, les bribes de collaboration sont déjà bien là, quoi. Ouais, il suffit de consolider tout ça. Il suffit. Super. Il suffit. Il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à, exactement. Super, merci beaucoup. Écoutez, voilà, je vais mettre en pause la session. Et voilà, donc soit vous nous rejoignez ici, donc après la pause ici, vous aurez l'occasion d'entendre Justin Barthélemy qui nous parlera de la plateforme Dr Anytime et Michel Metters qui nous parlera de Mobile SM et de la plateforme mobilité de l'Entre-Sambre-et-Meuse notamment, parce que je sais bien qu'il a beaucoup de choses à vous raconter là-dessus. Voilà, donc sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres sessions qui sont ouvertes toujours au même endroit. Donc voilà, on va faire une pause, une dizaine de minutes. Et de toute façon, on se coordonne aussi, on fait aussi un partage d'informations avec mes deux collègues pour voir si on est tout alignés pour reprendre les sessions ensuite. Voilà, donc je vous souhaite une bonne pause et peut-être à dans 10 minutes. Merci. Au revoir. Voilà, très bien. Je vois que vous avez déjà retrouvé le chemin de la session. Je vais déjà proposer à Justin de monter sur scène en attendant que d'autres éventuellement arrivent. Hop. Non. Désolé. Salut Bérangère. Salut Justin. Voilà, on va peut-être attendre 1 ou 2 minutes que chacun reprenne la place. Et on va pas
va pas épiloguer, je veux dire. Voilà. Ça besoin de rappeler de nouveau les règles, questions, le chat, tout ça est toujours disponible. Je suis toujours là pour faire passer les infos. Okay. Voilà, je propose qu'on commence. Je vais partager. Ouais, je vais vite partager l'écran. Et je te laisse Hop. le micro. Merci. Alors, hop. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? A priori, oui. Hop. Hop. Ok, tout le monde le voit. Ok, super, parfait. Super. Mais, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Bérangère. Merci aussi à tous pour votre présence. Donc, moi, je m'appelle Justin. Je suis j'exerce la fonction de country manager chez Dr Anytime depuis un peu plus d'1 an. J'avais rejoint le projet il y a 4 ans au tout début de Dr Anytime. Il faut savoir que Dr Anytime, c'est un concept qui a été créé en Grèce à la toute base en 2013. Et ça fonctionne super bien là-bas. Du coup, ils ont décidé de lancer le concept en Belgique il y a 4 ans. Et je vais vous présenter un petit peu justement quelle est la situation de Dr Anytime. J'espère aussi que certains d'entre vous connaissent déjà le service Dr Anytime, mais ce sera l'occasion pour moi de présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore et de vous montrer un petit peu justement comment on a pu s'adapter par rapport à la situation Covid. Donc, quelles ont été les actions, je vais vous présenter juste après. Donc, d'abord, qu'est-ce que Dr Anytime? Quels sont les avantages qu'apporte Dr Anytime aux patients et aux praticiens? Il faut savoir que nos clients, ce sont les praticiens. Donc, on est actif aussi bien dans le B2B que dans le B2C. Et voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place justement dans cette période Covid pour essayer de limiter la casse, on va dire, parce que beaucoup pensent que le fait d'être dans le secteur de la santé, ça veut dire qu'on tire nécessairement profit de cette situation. Mais vous allez voir que, en tout cas, à court terme, pas forcément. Donc voilà, je vais vous expliquer également quels sont les gros enjeux de Dr Anytime dans le futur et à la suite de cette période. Alors, donc, comme je vous ai dit, Dr Anytime, c'est vraiment un outil qui permet de mettre en relation les patients et les praticiens, donc tout type de professionnels de santé, que ce soit médecins, dentistes, kinés, psychologues, donc vraiment tous les professionnels de la santé. On est vraiment dans une sorte de paradoxe de l'œuf et de la poule où on a vraiment aussi bien besoin des praticiens que des patients pour faire vivre Dr Anytime. Donc, le patient, vous voyez ici, c'est donc un aperçu de la homepage de Dr Anytime. C'est assez simple. Le patient cherche son praticien en fonction de sa spécialisation, de sa localisation. Il peut ajouter également d'autres critères, par exemple la langue, l'expertise, etc. et prendre rendez-vous en ligne avec celui-ci en quelques clics. Donc, sans devoir prendre le téléphone. Il y a d'autres possibilités aussi, d'autres services qui ont été ajoutés à Dr Anytime assez récemment, comme l'outil de vidéoconsultation, un chat médical, mais ça, je vais y revenir un petit peu par après. Mais donc voilà, donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, un produit qui est aussi efficace pour les patients que pour les praticiens. Aujourd'hui, Dr Anytime, c'est plus ou moins 1 million de rendez-vous qui sont pris par an sur notre plateforme, avec plus ou moins 7 millions de visites annuelles, donc des patients qui vont sur des profils de Dr Anytime pour trouver un praticien ou avoir des informations sur certains praticiens. En parlant de praticiens, on collabore maintenant avec 2000 praticiens clients. Donc, il faut savoir qu'on référence également de nombreux praticiens sur Dr Anytime de façon gratuite, mais avec un profil très, très minimaliste. Mais vraiment des praticiens qui collaborent avec nous sur base d'un abonnement, sont des abonnements en général annuels, donc que le praticien paye. On en a vraiment 2000 aujourd'hui. Donc voilà, et enfin 275 000 patients qui ont créé un compte et donc qui utilisent de façon courante Dr Anytime pour prendre rendez-vous chez un professionnel de la santé. Alors, quels sont les avantages du coup de Dr Anytime? Le plus gros avantage, avant tout, c'est vraiment le gain de temps. Donc, aussi bien pour le patient que pour le praticien, les deux parties gagnent un temps monstre parce que c'est pas toujours facile de contacter son médecin, de contacter un hôpital pour pouvoir prendre rendez-vous avec un praticien. Il faut parfois essayer plusieurs fois. Donc voilà, même du côté du praticien, il passe beaucoup de temps au téléphone pour les rendez-vous. Ça permet vraiment de limiter la perte de temps. Donc
outre ce gros avantage, il y a évidemment d'autres avantages spécifiques pour le patient et le praticien. Du côté du patient, ben, c'est vraiment la possibilité de trouver un professionnel de la santé en quelques clics. Ben, il suffit qu'on déménage, qu'on change de ville et on n'a pas forcément son médecin son médecin traitant ou d'autres spécialisations. Et donc, c'est important de pouvoir trouver un praticien assez facilement, notamment en cas d'urgence, pouvoir directement voir les praticiens les plus rapidement disponibles plutôt que devoir essayer d'appeler plusieurs médecins pour en trouver un qui est disponible. Pareil pour les longs délais également. Donc, les praticiens qui ont des gros délais d'attente, mais dès qu'ils ont un désistement, la disponibilité apparaît sur Doctor Anytime. C'est super intéressant pour le patient, du coup, d'avoir un rendez-vous plus rapidement. Il va également avoir tout un système de rappel par SMS et email, donc pour justement lutter contre l'absentéisme. Et ça, c'est un service qui plaît beaucoup aux patients, de plus en plus d'hôpitaux qui le font d'ailleurs. Alors, au niveau aussi de Doctor Anytime, ben, le patient en fait va pouvoir avoir accès à son compte Doctor Anytime qui lui donne un peu un aperçu, enfin un historique de toutes ses consultations qu'il a pu avoir, des reçus éventuellement s'il a payé ses consultations en ligne. Et il va y avoir également toute une série d'autres produits qui vont sortir au fur et à mesure justement pour que le patient puisse vraiment bénéficier de Doctor Anytime. Ben, voilà, au mieux, il faut savoir que pour le patient, c'est tout à fait gratuit, Doctor Anytime. Donc voilà, c'est un service qui plaît énormément. Du côté du praticien, ben, outre ce gain de temps, il y a vraiment l'aspect développement de patientèle. Beaucoup de praticiens nous sollicitent pour justement être sur Doctor Anytime et bénéficier de nouveaux patients, surtout en cette période. Et justement, ces rappels par SMS, ces rappels de rendez-vous permettent aussi de limiter l'absentéisme, qui est un gros problème chez beaucoup de praticiens. En plus de ça, ben, ça favorise une meilleure communication et plus de disponibilité pour le praticien parce que, étant donné qu'il passe moins de temps au téléphone, il est beaucoup plus disponible pour son patient en consultation. C'est parfois très agaçant pour un patient de voir que son praticien est au téléphone pour organiser sa prise de rendez-vous, alors que voilà, il est en pleine consultation. Donc, c'est très frustrant pour le patient. Et ben, le praticien gagne tellement de temps qu'il est capable de… déjà, il a beaucoup moins de retard et ça lui permet également de pouvoir prendre plus de patients en une journée. Parce qu'il y en a vraiment qui peuvent gagner parfois même quelques heures par jour, tellement ils sont assaillis de coups de téléphone. Enfin, il y a un outil aussi de vidéoconsultation qui est intégré. Et ça, je vais y revenir un petit peu par après. Et donc, il y a quelque chose de plus en plus recherché également par les praticiens. Donc voilà. Mais évidemment, on ne peut pas y échapper. Le coronavirus qui tombe assez soudainement. Qu'est-ce que ça implique à court terme? Mais beaucoup de négatifs. Donc, évidemment, une baisse du nombre de nouveaux praticiens. Donc, ça veut dire que nous, ce sont des abonnements annuels. Voilà, c'est le praticien qui le règle. Et ben, c'est évidemment un investissement, bien entendu. Donc, certains praticiens se disent, OK, c'est pas le moment de lancer Doctor Anytime, surtout que les cabinets sont fermés complètement. Donc, ça retarde énormément les nouveaux praticiens qui nous rejoignent. Et d'un autre côté, ça diminue même le nombre de praticiens clients, dans le sens où certains praticiens ont leur abonnement qui est censé se renouveler, mais ils préfèrent se dire, OK, je ne le renouvelle pas tout de suite, je préfère limiter les coûts pour le moment, et Doctor Anytime ne me sert à rien. Donc voilà, vraiment une baisse du nombre de praticiens, et inévitablement, ben, les cabinets sont fermés, beaucoup moins de rendez-vous qui sont pris, donc ça veut dire… voilà, notre trafic qui diminue, ça veut dire aussi des patients qui vont sur Doctor Anytime, qui se rendent compte que tous les cabinets sont fermés, qu'il n'y a aucune disponibilité, ils n'ont pas vraiment d'utilité du coup du service, donc la marketplace ne fait plus trop sens à ce moment-là. Et d'un point de vue vraiment de notre côté, ça implique une détérioration du cash flow parce que moins de chiffre d'affaires. En plus de ça, il faut savoir que les praticiens sont quasiment tous des indépendants. Donc, s'ils ferment leur cabinet, les activités sont suspendues, ils n'ont plus de revenus. Donc, beaucoup de factures qui ne sont pas payées en temps, en heure. Donc, il faut réagir très vite pour pouvoir justement essayer de remédier à ce problème. Sachant en plus que on a une équipe qui aime beaucoup travailler ensemble. Le télétravail n'était pas forcément facile à gérer. On favorise vraiment une communication très directe. On est une petite équipe d'une quinzaine de personnes, donc ça n'a pas aidé. La baisse d'efficacité n'a vraiment pas aidé non plus. Donc voilà, il fallait réagir, comme j'ai dit. Donc on a mis en place vraiment deux grosses actions, deux services qu'on a développés. On pensait déjà les développer depuis un petit moment, mais évidemment, la période Covid a vraiment accéléré le truc. Donc, on a premièrement lancé la vidéoconsultation. Donc, il y a un outil hyper sécurisé par rapport à des solutions grand public comme Zoom, Whereby, par exemple, qui sont parfois un peu controversés. Là, c'est vraiment un outil qui est adapté pour le médical,
On y a même inclus la possibilité pour le patient de payer en ligne sa consultation en toute sécurité. Donc voilà, inévitablement, si les cabinets sont fermés, ben voilà, les praticiens sont pourtant disponibles, ils n'ont rien à faire, donc ils veulent pouvoir consulter, ils veulent pouvoir voir des patients. Donc il fallait leur mettre à disposition un outil qui permette de pallier à ce problème. Donc, on a mis ça en place gratuitement pour tous nos praticiens. On a beaucoup de praticiens également qui nous ont rejoints suite à notre communication sur cette nouvelle fonctionnalité. Et donc, là, on a commencé à avoir vraiment plusieurs centaines de praticiens qui l'utilisaient et plusieurs milliers de patients qui l'utilisaient également. Donc, ça a permis vraiment de maintenir un certain niveau de rendez-vous. Outre cet aspect, on a également lancé pour les patients la possibilité de chatter avec un professionnel de la santé directement. Donc, pour discuter de sujets autour du Covid, mais également des sujets voilà, purement médicaux, parce que les cabinets sont fermés et le patient ne peut pas forcément joindre facilement son praticien, parce que beaucoup de médecins, par exemple, sont réquisitionnés dans les hôpitaux. Donc c'était important de pouvoir aider le patient, et donc on a mis gratuitement à disposition cette fonction de chat, voilà, qui était disponible, qui était assez les horaires étaient assez larges, donc en semaine et même le week-end, où le patient peut vraiment poser ses questions. Donc, suite à ces actions, on a pu vraiment inverser la tendance et limiter la casse. On a même pu avoir des effets assez positifs à la fin du premier confinement. Donc, durant cette période, on a vraiment vu le nombre d'utilisateurs augmenter. Donc, les patients ont été assez réceptifs à la communication autour du chat, autour de la vidéoconsultation, et beaucoup qui ne connaissaient pas Dr Anytime ont commencé à connaître l'outil et on mettait dessus. On continuait à faire des vidéoconsultations, et donc on s'est retrouvé vraiment avec davantage de patients que avant le confinement. Donc ça, c'était quelque chose de très positif. Inévitablement, ça a permis aussi de recruter de nouveaux praticiens qui, justement, ont dû fermer pendant quelques mois leur cabinet et ont besoin de relancer leurs activités. Donc, ils pensent à Dr Anytime, parce qu'on a un SEO qui est vraiment super bon et qui nous permet de générer des nouveaux patients aux praticiens et de remplir leurs consultations. Donc, un praticien qui est disponible, voilà, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir lui envoyer des patients, alors que beaucoup de patients recherchent des praticiens actuellement et ont beaucoup négligé aussi leur suivi durant le confinement, vu que les cabinets étaient fermés. On l'a bien vu, il y a eu des effets assez néfastes à ce niveau. Donc voilà. Inévitablement, plus de praticiens qui l'utilisent et plus de patients, ça veut dire aussi plus de rendez-vous pris. Donc, le trafic continue à augmenter et les praticiens sont satisfaits parce que les rendez-vous reviennent. Alors, ça nous a permis aussi vraiment de consolider notre offre autour de la télémédecine, qui est un point sur lequel on voulait travailler justement, essayer de devenir un acteur majeur de la télémédecine en Belgique. Et justement, avec cette période, on a pu vraiment voilà, développer un produit super intéressant qu'on a pu consolider, renforcer, améliorer au fur et à mesure. Et on se retrouve avec une offre beaucoup plus complète aujourd'hui. Donc ça, c'est le positif, on va dire, de cette période. Et bien entendu, aussi, justement, vu que les résultats commencent à réaugmenter et sont même meilleurs qu'avant le confinement, mais ça nous permet vraiment de diminuer le churn, donc le nombre de praticiens qui décident de résilier leur abonnement, parce qu'il y a plus de patients, il y a plus de rendez-vous qui sont pris, l'offre est plus complète. Donc tout ça va dans le même sens et ça fait finalement voilà, des conséquences assez positives à moyen long terme. Donc voilà, les gros enjeux ici de Dr Anytime, bon, ça a toujours été de révolutionner, de fluidifier l'accès aux soins de santé en Belgique. On l'a bien vu d'ailleurs pendant le confinement. On a vraiment beaucoup de patients qui n'ont pas pu prendre rendez-vous et parfois des patients qui sont découragés aussi par le fait de devoir prendre rendez-vous chez un praticien, devoir prendre le téléphone, appeler un hôpital ou un secrétariat. On se retrouve parfois plusieurs minutes, assez longtemps en attente et c'est parfois très décourageant. Donc, ce qui est bien, c'est que Dr Anytime va vraiment permettre de fluidifier cet accès aux soins, vraiment permettre aux patients de trouver le bon praticien, le praticien en tout cas qu'il lui faut, quand il le faut, pardon. Et voilà, de fluidifier justement cette prise de rendez-vous du côté du praticien et du patient. C'est vraiment tout bénef pour les deux parties. Et voilà, notre objectif est vraiment de devenir aussi un partenaire des structures hospitalières. Donc, à l'heure où je vous parle, il y a vraiment des négociations très avancées pour rentrer également dans plusieurs milieux hospitaliers. Donc ça va permettre également de toucher beaucoup plus de patients, beaucoup plus de praticiens et d'avoir encore plus d'impact, on va dire, justement, sur l'accès aux soins de santé en Belgique. Mais de nouveau, avec les solutions que nous avons sorties, on essaie vraiment de se positionner comme un leader
au niveau de la télémédecine en Belgique. Il faut savoir que la télémédecine, c'est quelque chose, voilà, on le voit de plus en plus utilisé en Belgique, mais qui reste quand même fort à la traîne si on compare, par exemple, à nos voisins français qui, eux, l'utilisent depuis quand même un moment. Et en général, on a toujours tendance à copier un petit peu la France. Donc, on pense vraiment que ça va continuer. La télémédecine va devenir vraiment de plus en plus utilisée. Et voilà, et surtout avec cette période, je pense qu'il faut que les gens revoient un petit peu leur façon de consulter. On ne veut pas que la télémédecine remplace des consultations physiques, bien entendu, mais il y a beaucoup de consultations qui peuvent être faites en télémédecine à distance et il y a beaucoup d'avantages. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment travailler pour pouvoir proposer quelque chose de très, très facile d'utilisation pour que nos utilisateurs puissent être convaincus aussi des avantages de la télémédecine. Donc ça, c'est très important. Et voilà, c'est quelque chose qui nous plaît énormément pour le moment, c'est pouvoir se dire que on est justement en train de relancer l'activité de beaucoup de praticiens qui avaient énormément de soucis suite à la fermeture des cabinets. Ici, ce qui est bien, c'est que dans ce confinement actuel, les cabinets restent ouverts, donc ça, c'est une bonne chose. Et on est très content de pouvoir voir que de nombreux praticiens aujourd'hui ont pu vraiment retrouver une patientèle, une bonne patientèle après cette crise. Et voilà, ils nous le font remarquer. Donc, on est très content de pouvoir justement améliorer la situation des patients et des praticiens. Donc, c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, du coup, si vous avez besoin de prendre rendez-vous, à vous rendre sur Dr Anytime. Vous verrez aussi beaucoup d'informations sur l'équipe, sur le produit, voilà, sur notre mission, on va dire. Et voilà. Mais dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention. Ok, merci voilà. Justin. Peut-être juste expliquer pourquoi on a décidé de proposer à Justin de présenter Dr Anytime aujourd'hui. C'est tout simplement parce que, encore une fois, c'est un moyen de mettre en contact un prestataire de service avec un utilisateur, comme on l'a vu avec les exemples donnés par Denis juste avant également. Mais par contre, moi j'avais une question. Est-ce que donc tu as beaucoup parlé de la mise en contact entre les médecins et les patients. Est-ce que vous avez des retours sur le fait que certains spécialistes se contactent entre eux grâce à votre plateforme? Par exemple, quand ils ont besoin d'expertise autre. Oui, en fait, donc on a effectivement, c'est un projet qui est en cours justement, un projet de référal où on va pouvoir vraiment directement dans Dr Anytime, un praticien va pouvoir directement communiquer avec un autre praticien et va pouvoir directement prendre rendez-vous dans l'agenda d'un autre praticien. Et ça va permettre vraiment de nouveau d'harmoniser un petit peu le processus de soins d'un patient et le suivi. Donc, c'est l'idée. C'est vrai qu'avec l'informatisation ici de la médecine, on a une meilleure communication. Les praticiens, voilà, comme tu dis, effectivement, un patient qui va voir son médecin généraliste puis un spécialiste, aujourd'hui, le spécialiste a très facilement accès au dossier médical du patient. Et donc, Dr Anytime veut s'inscrire vraiment dans cette logique également de fluidifier l'accès aux soins et le parcours de soins, le parcours de santé du patient. Donc effectivement, oui, on a pas mal de praticiens qui justement communiquent ensemble sur Dr Anytime, ou qui même certains praticiens qui disent voilà, je te recommande par exemple d'aller voir un kinésithérapeute. Il y en a plusieurs sur Dr Anytime. Je t'invite à utiliser la plateforme également pour prendre rendez-vous avec eux. Donc on sent effectivement que des praticiens qui l'utilisent sont assez convaincus des avantages et de l'efficacité, on va dire, de la solution pour le patient. Et donc, il y a beaucoup, effectivement, de redirection au sein de Dr Anytime. Mais pas toujours non plus. De nouveau, on n'oblige pas du tout le praticien allez, une fois qu'un patient prend rendez-vous via Dr Anytime, qui reste dans Dr Anytime. Non, il fait ce qu'il veut, le patient, mais c'est clair qu'effectivement, on voit qu'il y a une tendance quand même. Ouais, et il y a des ambassadeurs qui croient vraiment au produit et donc ils n'hésitent pas à le recommander. Ok, super. Je ne vois pas de questions. Voilà, tu es applaudi. N'hésitez pas à applaudir Justin pour sa présentation. Merci beaucoup. pour l'encourager. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je propose de laisser Justin descendre de scène et de faire monter du coup Michel, moteur de MobileSM. Voilà, super, merci beaucoup Bérangère, pas de souci. N'hésitez pas à recontacter Justin après via le launch ou via le chat. Voilà, alors, Michel. Hop.
Bonjour Michel. Ça va, bien? Très bien. La Bérangère, tout le monde t'entend déjà. Ça va? Ça va. Ok. Bah écoute, de nouveau, sans transition, je te propose de commencer. Oui. Et, on en a pour voilà, un quart d'heure et puis on prend éventuellement des questions. Voilà, on en a jusque midi, disons. Allez. Ouais. Alors pour l'eau, est-ce que tout le monde voit mon écran ou pas? Pas encore, non. Pas encore. Attends. Share screen. Attends. Apparemment. Attends. Comme quoi, ça vaut toujours la peine de faire des tests, hein, qu'on a fait hier. Hein. On vous promet qu'on a fait des tests. C'est vrai. Tout à fait. J'appuie sur le bouton share les share file. Non. Je peux éventuellement essayer de partager mon écran, mais tantôt on a vu que ça posait des petits soucis également. Bon, si tu n'y arrives pas, je vais essayer de partager ta présentation sur mon écran. Je veux bien, voilà, tu peux le prendre, je l'ai envoyé aussi. Hein. Oui. Ça charge. Voilà. Hop. Voilà. Magnifique, ben voilà. Ben bonjour à toutes et à tous. Merci aussi de l'invitation qui a été faite ce matin donc par le CETIC et donc aussi tous les partenaires. Au niveau de Mobile FM, donc on est une ASBL active dans le secteur de la mobilité et ma présentation de cette fin de matinée s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qui a été fait tout d'abord par CoStation au niveau des centres de coworking, par Denis Carrière au niveau de la ceinture alimentaire aussi, puisqu'on verra que la mobilité, c'est aussi parfois la démobilité, et en évitant de se déplacer en se faisant livrer effectivement, par exemple, des colis au niveau alimentaire, ou alors aussi s'il y a la médecine à distance, avec la mise en relation entre praticiens et patients avec le docteur Anytime. Alors, au niveau de notre cœur de métier, donc je l'ai dit, c'est vraiment favoriser la mobilité pour tous les citoyens. Donc, je vais préciser qu'on se situe, comme on l'a très bien présenté tantôt, Denis, on est actif sur le même territoire de Charleroi Métropole. Nous sommes missionnés donc par Charleroi Métropole pour préparer l'extension d'un de nos services qui est le 0800, donc sur l'ensemble des 27 communes. Même si, à l'heure où je vous parle, on est conventionné avec 12 des 29 communes. Donc, on collabore avec ces 12 communes dont les citoyens ont accès à notre 0800. La toute dernière étant Fontaine-l'Évêque, qui a intégré donc le call center le 1er novembre. Alors, on a un ensemble de partenaires. Notre modus operandi, c'est de travailler avec l'ensemble des opérateurs de transport, publics, privés, associatifs, mais aussi avec ce qu'on appelle les prescripteurs, donc des partenaires de terrain, dont les publics vont avoir des besoins spécifiques, que ce soit par exemple un centre hospitalier, au niveau d'un hôpital, que ce soit un centre de formation pour les personnes de demandeurs d'emploi en formation qui ont des problèmes de mobilité, ou par exemple un CVS pour la mobilité des bénéficiaires du RIS. L'ensemble de nos services sont regroupés autour de 3 pôles, le pôle formation, le pôle call center, le pôle accompagnement de projet. Je vais passer un petit peu plus vite sur cette partie-là, de toute façon ma présentation elle sera rendue publique aussi, donc vous pourrez revenir à moi si vous voulez, même après cette matinée pour d'autres questions. Évidemment, comme beaucoup d'autres acteurs qui interviennent ce matin, le deuxième confinement effectivement a eu un impact sur nos activités de service,
à commencer sur le pôle principal qui est le 0800, donc notre pôle center. Pour information, donc nous coordonnons l'ensemble des opérateurs de transport public, privé et associatif, ce qui implique aussi qu'on coordonne un groupe de chauffeurs volontaires. Ce groupe de chauffeurs volontaires, pour l'instant, il est composé d'une quarantaine de personnes. Lors du premier Covid, on a dû fameusement réduire effectivement l'exposition de nos chauffeurs par rapport à la maladie, en prenant toutes les mesures de précaution. Ici, pour l'instant, on est à quasiment 100% des chauffeurs qui roulent, qui acceptent de rouler et qui permettent de répondre aux appels donc, les plus urgents. Alors, ce qui est important au niveau changement par rapport au Covid, autant on transportait les personnes, c'est toujours le cas aussi, mais le Covid nous a amené à un nouveau besoin dans le transport parfois de colis, ou que ce soit des médicaments, que ce soit des courses alimentaires, ou que ce soit par exemple du petit matériel, que ce soit informatique ou autre. L'idée aussi, c'est quand les gens rechignent ou ont des craintes à se déplacer, pour une raison sanitaire, pour une raison de santé, de sécurité, ils font déplacer, ils font venir le service à eux. Et donc là, on est plus dans le principe de la démobilité, où c'est le colis, le service qui vient vers l'usager final. Et donc ça, c'est vraiment, on sentait déjà un frémissement avant par rapport à certains publics qui sont isolés, mais clairement, ce deuxième confinement confirme cette tendance où on va être de plus en plus dans des services qui vont vers les gens. Et ce, encore plus sur la partie sud de Charleroi Métropole, vous avez des territoires ruraux qui n'ont pas toujours de services aussi développés, aussi importants qu'en milieu urbain, et où ce sont les services qui doivent s'adapter pour aller trouver les publics les plus isolés. On a aussi adapté donc nos autres services, que ce soit les formations à distance. On a des publics parfois peu numérisés, donc pour être franc, on a dû stopper par exemple nos sessions de formation, notamment au niveau du permis théorique, et nous avons au niveau de notre pôle formation transformé, comme ce matin, une partie de nos réunions de travail en visioconférence. D'une manière globale, qu'est-ce qu'on peut dire aussi au niveau de la mobilité? Clairement, ce confinement nous amène à repenser clairement nos modes de transport, notre manière de se déplacer. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, ils sont bien repris dans le tableau, notamment celui de la Wallonie. Mais d'une manière générale, je vais reprendre une enquête qui a été faite par le Bureau Espace Mobilité durant le premier confinement. Plus de 4 personnes sur 10 qui ont été interrogées lors d'un sondage de plus de 3000 personnes. Plus de 4 personnes sur 10 disent clairement, même une fois que tout sera revenu à la normale, une fois qu'on aura un vaccin, une fois qu'on sera à nouveau libre totalement de nos mouvements, ils estiment que le fait d'avoir goûté à d'autres modes de transport, avoir d'autres modes de vie, d'autres modes de travail, on est ce matin dans les nouveaux espaces de travail, relations travail-vie privée, ils estiment que ça aura un impact, que ça va les forcer ou les inciter à adapter effectivement leur mode de vie. Donc certains vont être plus dans le rester chez soi, soit en télétravaillant 2 à 3 jours semaine, soit en faisant appel plus à des services via le e-commerce, soit en faisant effectivement venir des prestataires chez eux. Donc c'est une tendance qui, je pense, avec ce deuxième confinement, va perdurer, même une fois que lorsque la situation sera revenue à la normale. Je vous ai mis le tableau au niveau des modes de transport au niveau wallon, parce que c'est une balise qui est reprise dans la stratégie régionale de mobilité. Et vous savez, la Wallonie a mis en place d'ici à 2030 une feuille de route qui vise à reporter, effectivement, à réorganiser la part modale entre nos différents modes de transport. Ce qui est important, c'est que cette stratégie, elle avait été pensée en 2017, donc vous voyez, hors Covid, avec un objectif à 2030. Et vous voyez dans le tableau, il est mis tout en bas, en fait, le total, avec une situation projetée à 95% des déplacements et avec 5% de non-mobilité, où vous avez les gens qui reviennent qui relocalisent leur activité, soit au niveau du coworking, soit au niveau des services à domicile. Il est fort à parier qu'on sera au-delà de ces 5%, mais c'est encore trop tôt pour dire maintenant si ce sera bien plus ou si ce sera juste un frémissement qui va durer dans le temps. Mais clairement, je pense que c'est une tendance s'installe. Un autre enseignement, c'est repenser à la gouvernance de notre mobilité. En ce qui concerne, nous sommes une plateforme de services. Les citoyens nous appellent chaque jour de la semaine pour organiser leur transport, que ce soit avec un opérateur public, privé ou associatif. Tous les usagers qui font appel à nous ne sont pas sur le même pied d'égalité. Et je fais un peu écho aussi à la première intervention qui a eu lieu pour l'ouverture de cette matinée par rapport aux responsables de Microsoft. Effectivement, notre société se digitalise de plus en plus, mais aussi vous avez une partie des publics qui restent hors de cette digitalisation de la société.
Et là, nous avons constaté effectivement une fracture numérique qui s'amplifiait pour certaines catégories de la population. Ce sont parfois des gens qui ont effectivement un GSM, mais ne vont pas pour autant avoir une vie active sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur plateformes mobilité. Et donc, on voit vraiment de plus en plus de blocs effectivement d'usagers avec des usagers qui vont directement intégrer, qui vont directement faire appel aux applications. On va parler un petit peu après dans la troisième partie. Et d'autres qui vont rester en lien permanent avec notre call center de 0800 où il y a un contact humain direct, planifier un trajet pour leurs besoins. À côté de ça, donc je vous ai fait un petit tableau du plus connecté au moins connecté, comme ça vous avez une vue du champ de l'étendue des services. Au niveau de Mobile SM, donc au niveau de notre centrale locale de mobilité, nous nous situons plutôt au niveau donc du deuxième et du troisième tableau. C'est-à-dire que nous avons un call center et nous faisons du coaching mobilité. Nous proposons des services pour inciter les usagers pour renforcer l'autonomie des gens. Mais dans l'avenir, il est prévu, notamment avec une structure comme Chapeau de niveau wallon, qui est la centrale de mobilité, de développer tout ce qui est offre de services au niveau numérique, applications, plateforme de mise en relation avec les opérateurs privés notamment. Et le souci tactique, il ne faut pas l'oublier. Je vous l'ai dit, donc le slide suivant, j'en ai parlé, effectivement, c'est la fracture grandissante entre différents usagers et comment aussi adapter nos services pour ne pas faire en sorte que ces gens ne soient pas oubliés aussi de cette crise. Et puis, et demain, mais ça veut dire qu'effectivement, certaines plateformes qui étaient déjà sur la place vont voir leurs activités effectivement se développer, parfois de manière exponentielle, avec la digitalisation. Ils peuvent être déjà dès maintenant pour les publics les plus numérisés une solution. J'ai pris l'exemple de Wing, qui est vraiment un MaaS, comme on dit, Mobilité as a Service. Donc, c'est une plateforme intégrée qui propose des bouquets de services. Ça va aussi bien du ticket de train à l'abonnement pour le covoiturage en passant par les tickets de parking. Ça, c'est vraiment le modèle, c'est la plateforme d'Helsinki, qui est un modèle qui est vraiment une référence au niveau européen, jusqu'à d'autres applications comme Skipper, qui est un opérateur belge, qui fonctionne via une carte unique, où vous pouvez passer différents modes de transport. Donc, on vous dit l'intermodalité, là, clairement. Et Wibi, c'est une solution qui est wallonne, même on peut citer, Cocorico. C'est une plateforme qui vise l'autopartage entre particuliers. Mais à côté de ça, à côté des acteurs 100% digitaux, donc qui fonctionnent via le champ du numérique, vous avez aussi des opérateurs qui, tout en étant numériques, visent aussi l'ancrage local et permettent à leurs usagers d'avoir une part, de devenir co-actionnaires. On est par exemple sur des structures qui sont plus présentes en France mais qui commencent à apparaître en Belgique, comme Mobico, le covoiturage ou Réseau Cycliste d'autopartage. Ce sont des structures coopératives qui commencent vraiment à émerger, qui ont un ancrage local très fort, ce qui fait leur force, et qui donc collent bien aux besoins du terrain. Je terminerai aussi en disant ceci que autant avant on était vraiment dans les enjeux de comment réduire notre temps de trajet, autant aujourd'hui au niveau de la mobilité, on va plutôt être sur des questions comment assurer un meilleur équilibre vie travail et vie privée. Et donc ça va avoir un impact effectivement sur les flux, sur la demande en matière d'offres de transport, que ce soit aussi par exemple en matière de relocalisation d'activités. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler ce matin, mais je pourrais parler effectivement du développement des pôles d'échange multimodaux. Les pôles sont des espaces d'infrastructure qu'on développe sur un quartier de gare, dans un territoire, dans un centre-ville, dans un centre d'une commune plus rurale, où vous allez retrouver tout un centre de services localisés, soit pour y venir travailler, s'il y a par exemple un centre de coworking, soit pour prendre un autre mode de transport. Donc voilà. Je me doute bien aussi que tout le monde n'est pas ancré en permanence dans la mobilité. J'ai évité de vous citer trop d'abréviations ce matin, donc j'ai pris un glossaire en fin de la présentation et je suis disponible pour toute autre question que vous aurez. Voilà, merci à vous. Merci Michel. J'ai terminé. C'est parfait. C'est de nouveau très intéressant de voir également cette mobilité partagée. On retrouve aussi du partage de services quand tu nous parles de cette équipe de bénévoles. Et voilà, donc c'est vraiment très intéressant, je pense, et ça complète parfaitement les discussions que nous avons eues ce matin. Alors, je vais regarder si on a des questions. Alors, je vois qu'on a beaucoup de super et de merci.
Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, éventuellement à lever la main. Vous avez d'autres questions? Ouais, on a quelques minutes, si vous voulez, avant de passer à la session. Jean-Christophe demande par rapport à ce qui aurait pu bouger par rapport à MobiWall, donc un autre projet intégrateur. Michel, tu ne m'entends pas. Alors, j'ai une question de Monsieur Deprez. Comment est-ce que ça bouge par rapport à MobiWall? Alors, MobiWall, donc, pour ceux qui ne savent pas, MobiWall donc, était le nom d'une ASBL qui a été créée par plusieurs centrales locales mobilité et qui aujourd'hui est devenue la centrale régionale mobilité. Et alors où je vous parle, la centrale régionale mobilité a commencé à constituer une petite équipe de 2-3 personnes. Elle a aussi un président et des vice-présidents qui font partie, qui agissent au sein d'un groupe de travail avec le service public de Wallonie et le cabinet du ministre wallon de la mobilité, mais pas que. D'autres contacts avec les cabinets notamment d'action sociale ou des pouvoirs locaux sont prévus dans les mois à venir. La centrale régionale mobilité, puisque c'est vraiment très bien qu'on en parle ce matin aussi, parce que, notamment dans le cadre de cette matinée proposée par le City, qui est le projet Wallis City, la centrale régionale mobilité, ça va être la structure d'appui au niveau numérique. C'est elle, par exemple, qui va passer ici prochainement un appel à marché public pour acquérir une plateforme de gestion des appels au niveau de tout ce qui est secteur du transport à la demande. La centrale régionale mobilité, c'est elle qui va aussi aider à d'autres centrales locales mobilité à se développer sur le territoire. Pour l'instant, on en a des 4 à 5 qui sont actifs sur différents territoires. MobileSM est présent sur Charleroi Métropole. Vous avez Cap Béoué sur le port wallon, Cap Mobilité Namur sur l'arrondissement de Namur ou Luxe Mobilité pour le territoire de Luxembourg. Mais demain, vous aurez d'autres centrales locales mobilité en Wallonie-Picarde, en cœur de Hainaut ou sur certains territoires comme Liège Métropole. Et ça, je tiens à saluer ici aujourd'hui le fait que Charleroi ici est en pole position parce qu'on est bien parti pour effectivement intégrer aux côtés des communes de Charleroi Métropole. Les communes sont un acteur important pour intégrer la plateforme et être plus efficace en termes de réponse de service pour les citoyens. Voilà. Alors, je voudrais profiter aussi de ces dernières minutes pour dire que, comme nous travaillons de manière transversale, nous ne sommes pas axés sur le secteur du transport uniquement. Nous travaillons avec le secteur de la santé, des hôpitaux qui ont parfois des problèmes en matière de mobilité pour les patients, que ce soit avant ou après l'opération. Nous sommes disponibles aussi, par exemple, nous sommes en contact avec la Cité des métiers pour la mobilité des gens en formation. Demain, peut-être que nous sommes amenés aussi à travailler, on va bientôt sur le CARIA, pour tout ce qui est mobilité, déplacement des colis au niveau de la ceinture alimentaire de Charleroi Métropole, devant les mêmes territoires d'action. Aussi, alors j'ai un enjeu à côté du numérique que je n'ai pas beaucoup traité ce matin, c'est aussi l'enjeu de l'énergie. Notre mobilité ou notre démobilité, ça a aussi un impact en matière d'empreinte carbone. Même le coworking aussi, l'augmentation de la bande passante, par exemple, a aussi un impact en matière énergétique, effectivement. Donc tout ça aussi, on dit parfois que le numérique, le coworking a moins d'empreinte carbone, c'est vrai, mais il y a quand même une empreinte carbone. Je vous invite d'ailleurs pour ça, si vous voulez, je ferai suivre le lien du Shift Project, qui est un réservoir d'idées français qui a effectivement fait des travaux là-dessus. Merci. Je ne sais pas si tu m'entends, Michel. Non, je pense que voilà. Je ne sais pas si les autres m'entendent, donc je vais vous inviter à retourner dans le launch pour attendre, en fait, tout simplement que les autres sessions. Je voulais dire aussi que je suis très intéressé effectivement à ce qu'il y ait aussi une poursuite à cette matinée pour aller plus en profondeur sur les thèmes qui ont été évoqués, notamment les collaborations, mobilité santé, mobilité alimentation, mobilité, espace de travail comme les centres de coworking, dans l'enjeu des tiers-lieux. C'est un thème qui est fort travaillé en France, notamment. Il y a eu un très bon rapport en 2018. Donc, beaucoup d'enjeux. Je pense que cette crise va nous amener à revoir nos modes de fonctionnement, nos modes de travail, nos modes d'alimentation. Et donc, voilà. Il y a vraiment plusieurs sujets à traiter en profondeur. Et je suis vraiment content d'avoir pu échanger avec vous ce matin. Merci. Merci. Tu ne m'entends pas apparemment. Donc, je vais te faire descendre de la scène. Hop. Voilà. Jean-Christophe, je ne sais pas si